Métal hurlant. Un voyage vers un univers inimaginable, au-delà de la science-fiction. Un film de mystère. Un film de fantasmes sexuels. Un film beau à en pleurer, terrifiant à en mourir. Un film de magie noire. Métal hurlant. Métal hurlant, la machine à rêver. Musique originale de Black Sabbath, Blue Oyster Cult, Cheap Trick, Devo, Donald Fagen, Don Felder, Grand Funk Railroad, Sammy Hagar, Journey, Nazareth, Stevie Nicks, Greeks, Trust. Then put your little hand in mine. There ain't no hill or mountain we can't climb. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios, pour les congrès de futurologie, émission de science-fiction proposée par l'équipe de programmation des Intergalactiques, super festival lyonnais qui aura peut-être lieu un jour, peut-être, on verra. Alors, je vais mettre une petite musique de fond, c'est vrai, on va faire en sorte que ce soit pas trop fort. C'est du vrai festival de science-fiction, tu vois, on est dans la science-fiction. Oui, c'est ça, ouais, qui est un futur festival. Va-t-il y avoir un événement ? Voilà, on aura la BO de Heavy Metal en fond pendant qu'on parle, ça ça habillera. En tout cas, on est là pour parler d'une œuvre qui nous tient extrêmement à cœur au congrès Futurologie, puisqu'on va parler de Cobra Kai aujourd'hui. J'essaye chaque semaine. C'est d'ailleurs donc Cobra Kai, 3e saison. J'ai pas vu encore. La 3e saison. Je vais la voir. Comment tu fais? J'étais Day One, quoi. T'inquiète pas, j'ai très autant, non peut-être pas autant, mais très envie de la voir. Eh ben non, nous n'allons pas parler de Cobra Kai, ça viendra un jour quand on offrira le festival de science-fiction et de karaté. Mais nous recevons aujourd'hui Clara Sebastiao. Pardon, excuse-moi. Je fais gaffe quand j'écris en plus à pas mettre une voyelle qui se perd au milieu. Je m'en doute un peu, oui. Ça va Clara? Bah ça va très bien et vous? Ça va, comme Alors, j'ai d'apprendre une nouvelle à l'instant, regarde dans mon téléphone en fumant ma clope avant de rejoindre derrière l'antenne, mais Jean Bakri vient de mourir. Je sais. Ah ouais, ok. Ouais, j'ai vu aussi. Ah ouais, mais j'ai le cœur il y a 5 minutes quoi. Ouais, okay, non. Ok. Mais j'adore Jean Bakri en plus. Ouais. Le meilleur mec qui grave. Tout d'un coup. Ouais, ça va. Ouais. T'aimes bien? Oui. Tout le monde aime le voir râler. Donc, nous sommes le jeudi 18 janvier 2021, où nous sommes sur Radio Canu, et nous allons parler de Métal hurlant. Transition, magnifique. Ça fait plaisir qu'il n'y a plus d'écho, qu'on démarre des émissions et que je suis en PLS et tout là. Il y a une petite maîtrise maintenant du truc, c'est cool. Eh ben Clara, parle-nous d'abord un petit peu de toi du coup. Qui es-tu Clara? Je m'appelle Clara Sebastiao du coup et je travaille pour le cinéma Le Zola à Villeurbanne. Je suis chargée de programmation et d'événementiel. Ok, cinéma. Ah, c'est les trucs où les gens allaient voir des films avant. Ouais, avec un grand écran et des sièges. Dans les temps anciens. Un peu comme un salon mais sans télécommande. Et avant ça, tu étais président de l'association qui, si je dis pas de bêtises, qui faisait les Modifilms à Grenoble, c'est ça? C'est ça, ouais. J'ai été présidente une année pour les Modifilms. Ce qui n'est pas rien, ma foi. Non, c'était une expérience riche, enrichissante et bien sympathique chez nos amis les Grenoblois. On était très, très amis, on se voit moins maintenant, avec Karel qui l'avait monté. On faisait plein de choses, qu'elle a monté le festival en 2010, 10, première année, je sais plus. Bon, bref. Le festival, ils ont dû annuler cette année d'ailleurs. Oui, bah ouais, de toute façon, c'est un peu. Moi, je te le dis, Nico, je commence à voir les options pour septembre pour les Intergalactiques là, parce que mi-avril, j'y crois plus trop. Ah, j'ai un notif du monde aussi. Il y en a pas. Quelle nouvelle en ce début d'émission, on ne s'y attendait pas. Et tu sais ce que c'est aussi aujourd'hui? Vas-y.
mon anniversaire. Non, c'est vrai, tu me l'as dit la semaine dernière. oui, je t'ai dit. Nicolas. Oui, c'est vrai. Merci. J'ai pas dit qu'il y a Nicolas Sébastien Landais qui est toujours là, comme toujours. C'est cool cette musique, je trouve que ça enjaille un peu pour parler, tu vois, ça fout l'énergie et tout. Pour parler de tout sauf du film encore. Oui, c'est drôle, on a le temps. Mais on a le temps. On a le temps. Mais on peut quand même poser la question à Clara. Pourquoi as-tu choisi cette œuvre pour nous rejoindre aujourd'hui ? Alors, Nicolas m'avait un peu prise au dépourvu en me proposant de participer à l'émission parce qu'on avait eu rarement en fait des conversations sur la science-fiction. Et c'est pas un univers au final que je maîtrise si bien que ça, même s'il m'intéresse beaucoup. Et j'ai commencé à explorer plusieurs pistes et je me suis rappelé que j'étais tout à fait passionnée et fascinée par l'univers Métal Hurlant. Et je trouvais ça très intéressant de partir du film d'animation parce que déjà ça peut nous donner un point de vue très très large sur l'œuvre Métal Hurlant et Heavy Metal aux États-Unis. Et également parce que moi ce que j'aime dans le cinéma c'est le fait que ça soit complètement pluridisciplinaire et que ça englobe tous les arts. Et là c'est ce qu'on a du film d'animation, on a de la série, on a du film live, des magazines, de la BD, des expos, de la musique, enfin ça réunit un peu tout ce qui fait l'esprit Métal Hurlant. Du coup on va pas que parler du film, on va parler de l'univers Métal Hurlant dans son ensemble. Voilà, tout à fait. Mais qu'est-ce que Métal Hurlant ? Bah oui, donc j'en sais rien moi en fait. On rigole. Non, vas-y Claire, on va te faire parler. Alors à l'origine, Métal Hurlant, c'est un magazine qui a existé de 1975 à 1987. On a d'abord Métal Hurlant qui se présentait comme trimestriel en 1975, puis c'est devenu bimestriel, puis c'est devenu mensuel. Et en devenant mensuel, ça a été interdit aux moins de 18 ans en France, parce que oui, c'est un magazine français. Qui s'arrête en juillet 87 après son 133e numéro. Mais on m'a dit dans l'oreillette que premier semestre 2021, Métal Hurlant devrait renaître de ses cendres. Et oui, tout à fait. Il y a eu plusieurs tentatives de renaissance de toute façon de Métal Hurlant entre la version 2000 et aussi la série qui était sortie en 2013, je crois, etc. Qui était terrible. 2012, oui. Ouais, 2012-2013, ouais. Oui, 2012. Ça. Et ils en refont, effectivement, ouais. Ouais, tout à fait. La couverture existe déjà. C'est d'ailleurs un illustrateur, il me semble, qu'on a vu dans Keyblind, Hugo Bienvenu, qui a aussi fait pas mal de clips, des choses très très sympas. Et c'est sous la direction de Vincent Bernière. Donc la couverture existe déjà, vous pouvez la retrouver sur Internet. Et le premier numéro sera sur l'anticipation proche. On est tout à fait là-dedans. Et ça sortira sous forme de MOOC. Pas vraiment de magazine, donc de magazine book. Ouais, très à la mode actuellement. C'est assez prometteur. Ok, il y a eu un financement participatif pour ça, un truc comme ça ? Non, j'en ai pas vu. Généralement, il y en a pour les MOOC, c'est pour ça. Ouais, il y a, du coup, je t'en parlais, j'ai appelé Jean-Pierre Dionnet et c'est lui qui me disait ça aussi de son côté. Et bon, pour lui, il est pas trop fan de l'idée. Il trouve que c'est, je le cite, comme essayer de ressusciter les Beatles, que ça a pas trop d'intérêt en cette époque. Ok, donc d'ailleurs on aura un petit. Allez, on peut faire intervenir Jean-Pierre là qui. Oui, bah vas-y. Jean-Pierre, viens. Qui a été adorable au téléphone et qui a accepté de laisser un petit message. Tout à fait. Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Dionnet. Il y a 45 ans, avec mes camarades Druillet et Moebius, nous avons créé un journal de bande dessinée qui s'appelait Métal Hurlant. Métal Hurlant, plus tard, est devenu un magazine américain, le premier à ma connaissance. Ça s'est appelé Heavy Metal. Et ça continue toujours. On en est au numéro 300. Métal Hurlant est devenu un film en 1981. Heavy Metal, The Movie, ou Métal Hurlant, La Machine à rêver, le film. Donc, on a peut-être eu raison, d'autant que dans la réalité, nous avons été rattrapés. Et sommes-nous prophètes ? Je n'en suis pas sûr. Mais nous avons su très tôt que la fin du monde avait déjà commencé. Et voilà, Jean-Pierre Dionnet qui a laissé un message. T'as enregistré ça comment du coup, quand tu l'as au téléphone, ou il t'a laissé un truc sur le répondeur ? Ouais, en fait, je lui ai demandé, vu que je suis sur un truc Apple, c'est très pratique, on peut envoyer les messages des répondeurs. Du coup, je lui ai demandé, je lui enverrai l'émission évidemment, et je lui ai demandé de laisser un message sur le répondeur après avoir discuté un peu.
pour qu'il me donne quelques anecdotes. Et il a bien accepté très gentiment de laisser ce message. Donc c'est très drôle, on dirait qu'on vient d'écouter un message radiophonique de Lina. le son est pas C'était ouf, très cérémonieux. C'est le côté répondeur aussi. Ouais, c'est clair. Ouais, j'ai dû le découvrir parce qu'il avait fait au début, il a fait je commence, oui, puis il fait non, je reprends et tout, etc. Oui. Il a fallu reprendre l'objet en lui-même. Ça aurait donné plus de naturel. Oui. C'est vrai, mais ça fait plaisir d'avoir Jean-Pierre qui t'est invité au Festival 2019 d'ailleurs au passage. Ouais, pour parler de Mad Max entre autres. Tout à fait. Petit papy très sympathique et qui on avait fait des interviews des intervenants et intervenantes du festival et il était parti dans un couloir un moment, enfin vraiment il avait parlé super longtemps mais c'était cool ce qu'il disait, tu bois ses paroles et qui parle de toute façon Jean-Pierre Dionnet, t'es content quoi. C'est ça. Et du coup pour les gens qui ne savent pas, c'est un des créateurs du magazine donc Métal Hurlant et il en était, je prends un des Métal Hurlant, le magazine qu'a ramené Clara, il en était le directeur de publication et de la rédaction. C'est ça, tout à fait. Du coup, je pense qu'on peut même revenir à l'avant Métal Hurlant, la genèse un peu du projet, puisqu'on était à une période où on voyait fleurir pas mal de magazines de BD dans le genre, notamment Pilote, dirigé par Goscinny. Goscinny qui avait recruté Druyet, Druyet qui avait recruté Dionnet pour faire des scénarios. Puis ils sont tous barrés, ils ont monté les Humanoïdes Associés pour publier Métal Hurlant. Donc Goscinny s'est retrouvé seul. Avec ce concurrent en face. Et entre-temps, on a aussi eu l'Écho des Savanes, qui aussi, en fait, a donné le déclic à Dionnet et Druyet pour commencer l'aventure de leur côté. J'allais te dire, ça me rend nostalgique, mais j'étais pas né encore. À l'époque où tout ça s'est créé. Ouais, bon, on l'a croisé, toute cette imagerie, etc. De toute façon, quand on était gamin, même dans les années 90, c'est resté. De toute façon, via les parents, même, rien que ça. Ouais. Effectivement. Oui, et puis pour toutes celles et ceux qui sont montés à Paris, on a pu voir Feu, le kiosque de Boulet, on a pu voir Futuropolis, Ton Futur, toutes ces librairies SF qui ont fleuri, et on a un peu l'impression d'avoir participé à tout ça dans un sens quand même, d'être un peu la relève de cette belle aventure. Bah en tout cas, c'est quelque chose qui rend assez fier quand on aime la SF, c'est de se dire que effectivement Métal Hurlant et surtout tous les créateurs de BD et etc. qui vont avec sont français et que on déprécie souvent ce qu'on fait en SF en cinéma français, ça se comprend, mais en niveau BD et bouquin, on est à un niveau assez grandiose. Bah justement, grâce aux Humano, qui ont vraiment la plus belle pépinière, à mon sens, d'illustrateurs SF. Et du coup, comment on est arrivé à ce film, Métal Hurlant comment tu l'as découvert, je voulais dire? Comment je l'ai découvert? Parce que je pense que j'ai d'abord commencé avec les magazines, en les chinant en brocante, en discutant avec 2-3 amis. Puis, vu que je suis assez cinéphile, j'ai vite été amenée au film d'animation. Que je pense que j'avais déjà vu des images de ce film, notamment cette femme sur son oiseau volant, très impressionnante, très guerrière. Et c'est ce qui m'a menée vers cette œuvre-là. Toi, tu as découvert comment? Comme on parlait du film la dernière fois, en VHS, on m'a filé ça entre les mains et je me suis plutôt bien éclaté. De toute façon, quand t'as 14 balais, quand on te met ça entre les mains, t'es plutôt content. Et que t'es un mâle cisgenre. Parce que je l'ai regardé là en fait et j'ai fait what the fuck quoi. C'était une étrange expérience, on va dire. Le public cible plutôt les mâles cisgenres. Ah ouais, mais c'est et puis on est sur la toxicité masculine, enfin masculiniste de ouf quoi. Oui. Enfin vraiment quoi. Après, pour la défense de Métal Hurlant Magazine, donc la bande Dionnet, Druyet, etc., ils sont exprimés en tout temps sur le fait qu'ils regrettaient de ne pas avoir assez de femmes et ils voulaient plus de femmes illustratrices, mais bon, ça leur échappait totalement. C'est un problème sociétal, qu'on laisse pas l'accès aux femmes à tout ça, mais ils se sont vraiment exprimés plusieurs fois sur ce sujet en disant que c'était tout à fait regrettable quoi. Et justement sur le film aussi, il y a une différence. J'ai eu par un autre hasard, c'était pas prévu, mais j'ai eu Marc Caro aujourd'hui au téléphone. Normal. Lundi matin, quoi. Marc, quoi, ça c'était un peu ça en plus. Parce qu'on était voisins à une période sur Nantes. En gros, on a parlé de beaucoup de mangas.
D'ailleurs, vous saviez qu'il avait rencontré Otomo et Satoshi Kon? Non. Ah, c'est ouf d'avoir rencontré deux des plus grands figures du manga et bref des dessins animés japonais du monde entier. Non, il trouve ça, il a pas trop aimé le film, lui, il le trouve très ricain et très vulgaire en gros, par exemple, de son point de vue de lui qui a été contributeur, donc Caro, en tant que dessinateur et auteur sur ce magazine. Bon, on est quand même là pour donner envie aux gens de voir le film. On va donner envie. Il y a des bonnes choses. Ouais. Et si on le resituait d'ailleurs, ce film, on va dire dans sa date, dans ses. Qui l'a réalisé ? On va donner name dropping. Nico, c'est à toi. Non, parce que je retiens jamais le nom de ce réalisateur qui est plus un coordinateur d'ailleurs qu'un réalisateur, je dirais. Qu'est-ce que Clara, je sais que tu as bossé le sujet, donc vas-y, présente-nous le film. Du coup, Metal Hurlant, le film, est sorti sous le titre de Heavy Metal en 1981. C'est un film canadien, mais avec plein de collaborateurs, puisqu'il se présente plus ou moins sous la forme d'omnibus. Ces films où on a plusieurs chapitres dessinés par différents illustrateurs, réalisés par différents réalisateurs, et avec un fil rouge. Donc, pour le pitch de base, un père rentre d'un voyage intersidéral sur Terre pour donner un cadeau à sa fille. Et ce cadeau, c'est le Lochnar, une espèce d'orbe verdoyante qui est en fait le mal absolu. Et cette orbe va raconter à la jeune fille, après avoir tué sauvagement son père, plusieurs histoires lui démontrant à quel point il est le mal et à quel point il a fait le mal autour de lui. Ça, c'est tout le fil rouge du film. Donc après, on suit ces histoires avec cette orbe qui réapparaît à chaque petit épisode. Et chaque petite histoire est donc l'adaptation d'une histoire d'un auteur un peu associé aux humanoïdes, enfin à Metal Hurlant, le magazine. Et dans les trucs intéressants que m'a raconté Jean-Pierre Dionnet, je vais en dire un peu plus sur la création du film. Je sais pas si tu avais trouvé ces infos, etc. Mais bon, ça vient directement d'une des personnes concernées, donc c'était assez intéressant. Donc il me disait que les producteurs sont venus à Paris pour négocier les droits d'un certain nombre d'auteurs pour les adapter, donc pour faire ce film. Et son avocat de Druillet lui a dit on a parlé longtemps avec lui, lui a dit de pas accepter tout de suite pour en discuter, parce que il demandait pas beaucoup de sous. C'était pas un film qui a énormément de sous non plus. Mais ils sont tombés d'accord sur $500,000 par auteur. Et en fait, quand il a voulu dire aux producteurs quelques jours après qu'ils étaient chauds, ils étaient déjà rentrés. Et donc finalement ils sont arrangés de leur côté sans acheter les droits directement à Metal Hurlant. Et en fait ils ont pris que des auteurs américains. Oui, ouais. Donc ce qui fait qu'on a effectivement dans les histoires plutôt des auteurs américains. Par exemple, on a une adaptation de The Long Tomorrow de Moebius et Dan O'Bannon. Donc je sais plus le nom de celle-là, c'est celle avec le taxi. C'est Harry Canyon. C'est Harry Canyon, ouais, que j'aime bien d'ailleurs. Qui est très chouette. Laquelle t'as préférée dans ces histoires finalement ? Du coup moi c'est Taarna. Parce que justement ça rattrape tout le reste du film qui est très mascu. Là, on se retrouve face en fait à la femme qui va sauver le monde entier, femme guerrière qui se bat à main nue, qui s'en sort seule aussi. On a encore plein de reproches à faire. Elle est à moitié à poil tout le long. Et puis il y a toujours cette idée de c'est la femme qui sauve parce que la femme est pure et exempte de tout mal. Mais du coup, s'il fallait choisir, ce serait plutôt cette partie-là, d'autant plus que c'est la partie sur laquelle a travaillé Moebius. Ouais, c'est une adaptation officieuse de Arzac, qui est donc sa très célèbre BD où là c'est un homme qui ne parle jamais, d'ailleurs il n'y a jamais de dialogue dans Arzac, et qui survole un ptérodactyle. Et là, on retrouve un peu la même idée, quand même vachement la même idée. Oui. Sauf que c'est... justement, Dionnet disait que c'était Arzac avec des gros seins. Voilà, c'est ça, parce que... en fait, le problème de ce film d'animation-là, dans la représentation des femmes, c'est pas tant les gros seins. Au final, c'est les gros seins, la taille fine, le fait d'être toute mince, etc. Parce qu'on en a des femmes sculpturales absolument fantastiques, comme chez Frazetta, par exemple, qui est une grande inspiration, je pense, pour les illustrateurs des Humanos, mais qui, lui, les fait vraiment musclés et les fait un peu fat et tout. Enfin,
super imposante et tout, puis sous plein de physiques différents, alors que là on a un prototype de femme qui a un petit peu toujours la même histoire, qui se fait baiser au début, puis qu'on revoit pas trop après. Et ça, c'est vraiment regrettable. Par contre, c'est une certitude. C'est un peu la femme bessonienne aussi, tu vois. Enfin, dans 5e élément, forcément, tout le monde pense à la première histoire qui rappelle le 5e élément de ouf. Qui s'est inspiré de ouf de Long Tomorrow, justement. C'est toujours aussi cette image de la femme qu'il faut un peu protéger, enfin, mais qui se révèle un peu la plus forte après, etc. Enfin, c'est ça. Mais moi, ce qui me fait penser à Frazetta aussi, il y a Richard Corben dans les illustrateurs, dont est tiré, je ne sais plus quelle histoire d'ailleurs. C'est Den. Ouais, Den. Oui. Avec la saga de Den de Corben. La fameuse saga Den qu'il a faite en BD aussi. Lui, ses illustrations elles font beaucoup penser à Frazetta des fois. Et je trouve qu'elles sont très représentantes. Elles représentent très bien aussi Heavy Metal, le film. Ouais. Moi, l'affiche, je sais pas si elle est lui d'ailleurs, mais ça m'étonnerait pas. Voilà. Ouais, c'est ça qui me fait penser. Chouette. Je saurais pas te répondre, mais... Non plus. Moi non plus. Mais je partage. Nous sommes avec toi, Nico. Richard Corben, c'est cool. Mais il a ce côté-là aussi de montrer des femmes à Gronibar. C'était le nom d'un groupe de métal. Gronibar. Ouais, puis c'est Spark, quoi. Planète Gronibar. Ouais. Et ben moi, c'est comme ça que j'ai connu. Finalement. Ah ouais. Non. Ouais, je suis désolé. C'est pas si jeune cet épisode. Et saison 12, épisode 3. Ouais, saison 12. Je trouve un extrait, j'ai retrouvé bien intéressant. Et je l'avais toujours pas vu. Alors je connaissais le magazine, du coup, via mes parents, forcément. Des papas et mamans boomers. Qui aiment bien le rock et la SF, ils avaient forcément des métal hurlants. Mais ouais, du coup, ma première interaction avec cet univers, c'était ça lui faire bizarre, quoi. Le fameux épisode avec Kenny qui part sur la planète Gronibar. Mais du coup, ça m'a donné envie, enfin, ça m'a rappelé déjà que ça existait, ce film. Et parce que forcément, étant petit dans les années 80, oui, forcément, j'avais déjà vu des visuels, j'avais connaissance sans trop le savoir de ce film. Et du coup, j'ai découvert peu de temps après, d'ailleurs. Ouais, de toute façon, c'est un passage obligé quand tu cultives sur le cinéma bis, etc. Tu le regardes à un moment, quoi. Ouais. Mais ouais, ça a vieilli, quoi. Enfin, c'est de ouf, hein. Enfin, c'est assez impressionnant, quoi. Moi, ça passe sur plusieurs. C'est juste la technique sur toute la partie. La première partie qui est écrite par Dan O'Bannon et qui est un peu le fil rouge de tout le film. Donc c'est une espèce d'animation. C'est peut-être pas de la rotoscopie. Tu parles de Soft Landing. Ouais, toute la partie où ils sont dans l'espace dans une voiture. Non, celle de la petite fille Grimaldi, avec la... du coup. Ouais. Et je trouve que là il y a fait sur le générique. On sent un côté un peu sale dans l'animation, mais je trouve que ça participe aussi au charme du film. C'est Harold Whittaker qui a travaillé dessus, qui a aussi travaillé sur les 12 travaux d'Astérix. On a quelques perles comme ça dans le casting de Métal Hurlant qui sont assez rigolotes. Oui, grave, pour le coup. Parce qu'ils ont été chercher des auteurs des réalisateurs d'animation et des animateurs chevronnés. Qui viennent d'un peu partout. J'imagine qu'il y a des gens de chez Don Bluth, des gens de chez Disney, etc. Non, pas tant que ça au final. Pour l'ouverture, qui est assez belle, c'est une ouverture dans l'espace avec, je pense, de la roto, où on voit une voiture qui débarque en blanc, une musique rock incroyable. C'est John Bruno qui a fait les effets spéciaux de SOS Fantôme. Et en fait, c'est produit par Ivan Reitman. C'est ce que j'allais dire. Il y a Harold Ramis aussi qui fait une voix. Et il y a Harold Ramis qui a fait une voix. Donc on a toute la team SOS Fantôme qui est sur ce film. Et il y a aussi, comment il s'appelle, il y a un auteur, celui qui a fait Captain Stern, là. Il a bossé aussi longtemps il a bossé sur... c'est Bernie Wrightson, lui, qui est auteur de comics, qui a écrit pour Creepy et Eerie, deux pulp américains, et qui est sur SOS Fantôme. Et qui est sur SOS Fantôme, qui a fait les storyboards, etc. Donc, mais je me suis fait la même réflexion que toi en checkant, c'est genre vraiment, il y a la team Ghostbusters, quoi. Ouais, c'est ça, tout à fait, c'est assez rigolo.
Et il y a aussi un peu le côté dans les acteurs, dans les voix, on retrouve John Candy et Eugène Levy, c'est le papa dans American Pie. Désolé. Non, vas-y, déroule. Et non, mais du coup, c'est marrant parce que eux aussi, c'était un peu enfin, ils ont pas mal bossé ensemble ces deux-là, donc ça se voit qu'il y a des incohérences fortes qu'on retrouve dans les auteurs, qu'ils ont retravaillé ensuite dans leur carrière. Donc j'ai l'impression que c'est un film qui a créé des liens, peut-être. Je sais pas s'ils existaient déjà ou pas. Mais pour Redman et le reste, si ça existait déjà sur Stripes et Meatball, par exemple. Oui, bien sûr, oui, pour eux deux. Oui. Mais ouais, c'est marrant. Moi, j'aime bien cet effet un peu bande de potes. Au final, qui se retrouve, le monde est tout petit. Et pour continuer sur Captain Stern. Donc pour nos chers auditeurs, Captain Stern, c'est l'histoire d'un capitaine complètement corrompu qui passe devant le tribunal et un homme un peu idiot, un peu faiblard doit le défendre, sauf qu'il possède le Lochnar et il se transforme en un espèce d'Hulk. Et donc c'est Paul Sabella qui est à la réalisation de cet axe-là. Et Paul Sabella a commencé à la réa avec Métal Hurlant, puis après il a fait que du Bob le bricoleur. Ok. Bah c'est bien. Le bricoleur. Oui, on peut. C'est une très bonne chanson de motivation pour la musculation. Ok, je plaisante. Ok. Enfin quoi que ça peut marcher. Et il y a il y a Pino van Lamsveld. J'avais vu qu'il avait fait des trucs pas mal aussi. Il avait fait Astérix chez les Bretons. Ouais, c'est ça. Et la série Spirou. Voilà. Et il est décédé l'année dernière, donc paix à son âme. Paix à son âme, mais aussi récemment il y a donc Richard Corbin, dont je parlais, qui est mort en 2020 aussi. Voilà, qui était quand même un très grand auteur de chez Métal Hurlant, qui a été édité par les Humanoïdes Associés, etc. C'est vrai qu'en 2021, du coup, le film il a 40 ans cette année en fait. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Je venais juste de 80 à 2021, il y a un truc à dire. Non, cher auditeur, c'était fait exprès, car nous allons aussi loin. C'est ça. Et en 2024, on parlera de Wonder Woman 1984. Et hier, donc, je voyais sur Twitter que Gorkab, un youtubeur, Thomas, de son prénom, regardait Johnny Mnemonic parce que hier, dans le film, il se passe le 17 janvier 2021. Ah, mais ça fait... Donc il regardait le jour même. C'est une motivation pour regarder Johnny Mnemonic, effectivement. Complètement. Ça et Takeshi Kitano. Oui. Est-ce que donc toi c'est Julien, ça serait lequel ton épisode préféré pour le coup? Je les ai revus du coup tout à l'heure. Je me rappelle que quand la première fois que j'ai vu que j'étais gamin, j'aimais beaucoup le premier. Et du coup, je l'ai forcément vu après le 5e élément. Puis quand j'ai vu, je fais le 5e élément. Donc forcément, mais c'était vraiment pas longtemps après, enfin 97-98. Du coup, je l'ai vu tardivement, mine de rien. Ouais. Et moi, je me croyais plus jeune quand je l'ai vu, mais non, pas tant. Ah, bah, voilà. Moi aussi, je l'ai vu après le 5e élément. Et j'aimais bien celui-là. Comme Clara, j'aimais bien toute cette fin, etc. Avec l'héroïne qui part en mode de revenge. J'aime bien l'oiseau aussi à la fin, il est mignon. Ouais. Je le trouve mignon. Moi, j'aime bien les animaux. En plus, il est blessé. Et je redéfile. En plus, j'ai vu tout à l'heure. Je me souviens, j'aimais bien la petite partie, même si c'est vraiment pas la plus ouf, avec le procès. Qui est vraiment toute bête, quoi, mais qui. Là, j'étais un peu sous le choc en le regardant tout à l'heure. J'ai fait quand même et tout. Il y a beaucoup de seins quand même. Ah ouais, qui accouchent très facilement les femmes. Et ouais, ce qui n'est pas un souci. C'est une vision. Et c'est vraiment un peu la vision du mâle alpha, du genre il recueille une meuf à moitié à poil et puis elle va dire allons-y. Comment je peux te remercier, je couche avec toi. Ouais, ou encore l'histoire du gamin qui est un petit nerd qui se fait propulser dans l'espace, il se retrouve finalement avec un corps d'Apollon, etc. Et pareil, il croise la meuf, il la sauve de la noyade, fait oula, qu'est-ce qu'on fait, tu vois. Ouais, mais justement, il y a un côté méta dedans où. C'est vachement. Tu sens que c'est écrit par des mecs et qui mettent leur. Oh, c'est moi. C'est toi ça? Ouais, désolé. C'est mon anniversaire. C'est silencieux. C'est ma soeur qui m'appelle pour. Je sais pas pourquoi. Non, mais moi je trouve que alors il s'appelle Den. Ouais. Il est intéressant parce que donc il y a tout ce côté effectivement comme tu dis mâle alpha de ouf. Mais il assume l'auteur parce que l'auteur et c'est Dionnet qui me disait ça aussi.
il était un peu tout fin, tout chétif, etc. Oui. Donc il assume son fantasme en fait de dire bah tiens je suis comme ça et enfin il y a une espèce de conscience du fantasme et de l'exagération en fait et même dans ce que dit le personnage en 18 ans Ouais, mais j'ai jamais rien fait, là il y a 2 femmes et là les femmes ont s'intéressé à lui parce que c'est devenu un beau gosse, etc. Oui, bah ça, ultra oui, bien musclé, blablabla, alors qu'avant ça il c'était juste un petit peu un nerd quoi. Enfin la figure du geek dans son garage à train de bidouiller de l'électronique quoi. en plus qui est vachement bien insultante pour la qui est bien stéréotypée. Après j'en fais pas une affaire d'état, tu vois, enfin c'est l'objet fait partie de son époque, enfin, voilà c'est ça donc ça, c'est juste ces œuvres quand tu les regardes aujourd'hui tu fais ah ouais ça passerait tellement plus quoi. Mais non je fais pas partie de ces gens qui vont condamner des œuvres anciennes en disant non faut pas regarder ça c'est pas bien, bah non ça date de l'époque, ok ça passait crème, même quand j'ai vu à la fin des années 90 ça passait crème, puis j'étais plus jeune quoi donc pas autant dans ces questions là. Donc ouais non franchement c'est pas grave, enfin voilà c'est marrant vraiment le choc que j'ai eu, je suis ah ouais etc ça va vraiment loin. Mais voilà, c'est un film qui date de 81 et ça ne posait aucun souci à ce moment-là. Et maintenant, c'est très bien qu'on s'en rende compte et qu'on fasse ah ouais, what the fuck. Si on restait sur la même lignée, ça serait inquiétant, quoi. Mais et justement, j'aime bien aussi le côté. Tu retrouves beaucoup des années 70 dans les visuels parce que ça reprend des visuels d'auteurs de cette époque-là. Mais aussi, c'est tellement années 80. Enfin, je veux dire, c'est le côté glam. Ils sont vraiment beaucoup les années 80. Et dans les visuels, dans la façon de faire les histoires et dans tout en fait, il transpire dans l'animation aussi. Mais c'est généreux, enfin on oublie le côté maintenant sexuel, on va dire, etc. C'est enfin point de vue animation et point de vue histoire, c'est une œuvre extrêmement généreuse, enfin qui propose plein de choses, qui a envie de faire plein de choses. Il dure 1h30, ça passe assez vite, mais c'est quand même bien rempli. Enfin c'est cool quoi. Puis on n'y trouve pas vraiment de caractère sociopolitique à aucun moment en fait, c'est vraiment du pur fantasme comme disait Nicolas, et c'est pour ça qu'à la rigueur on l'excuse tout en voyant bien ses défauts et les choses qui ne se reproduiraient pas aujourd'hui. D'ailleurs, pour Den, dont on parlait avec cet adolescent boutonneux qui devient une bête de sexe, ça a été réalisé par Jack Strokes, qui est le directeur d'anime de Yellow Submarine. Donc on a quand même du haut niveau dessus. C'est pour ça que c'est vraiment un segment qui est super beau par rapport à d'autres qui sont un peu plus cheap, je trouve. Et du coup, avec un thème aussi porteur, des images, autant de créateurs talentueux, j'ai même pas regardé, mais le film il a bien marché à l'époque du coup. Je crois qu'il en a parlé, Dionne. Il a marché chez les fans. Il a dû marcher en location vidéo, généralement. Pour ça fait peut-être partie de ces films qui au cinéma pas trop, mais qui ont explosé, je pense, dans le marché vidéo club. Je peux regarder. Il m'a dit 2 millions d'entrées. En France ou sûrement, je pense. Et ce qui est intéressant, il m'a dit aussi, je voulais lui poser la question, mais il y a répondu de lui-même, c'est qu'il n'y a pas trop eu de retour pour le magazine. Ils ont fait un magazine, ils ont fait une couverture sur le film qui s'est vendu plus, mais après c'est revenu à la normale. Donc ça n'a pas participé plus que ça à vendre plus de magazines. Cela dit, de mon côté, je pense que ça a participé d'un côté d'une renommée plus internationale et à mieux faire connaître le fait que ce magazine existait et peut-être son influence mondiale. Alors j'ai 2-3 petites infos. Il a fait 20 millions de dollars au box-office à l'époque, ce qui est pas il en a coûté 9 millions, je crois. Donc il devait être content. Enfin, c'était Warner, effectivement. Et je regarde si j'ai d'autres infos un peu rigolotes. Non, j'aime pas le budget sur cette fiche. J'aimerais juste revenir sur une information que j'ai donnée tout à l'heure à propos de Meatballs et Stripes. Ça concernait absolument pas Redman et toute la bande. Ça concerne Daniel Goldberg et Len Bloom sur Harry Canyon. Ah oui, d'accord. Voilà. Parce que Meatball, je crois que c'est pas de Redman ou Ramis. Ou sinon j'avais cette info, mais je l'ai perdu dans les limbes. Donc dans le doute, je dis qu'il y a ces gens qui sont impliqués. C'est avec Bill Murray. C'est la bande de potes de Bill Murray et tout, ce film-là. Est-ce qu'on a une pause musicale? On peut mettre une petite pause musicale, même si on a la musique tout à l'heure. Mais non, j'ai 2 extraits. Alors du coup, j'ai l'extrait qui s'appelle Où est la gonzesse et l'extrait Un procès. Ça, c'est Où est la gonzesse, c'est avec notre Canyon là qui se fait poursuivre, et Un procès, c'est quand il dit chef d'accusation de Sade. Oui, c'est Sade en français du coup. Vous avez une préférence? Harry Canyon, on en parle pas. Allez, ça marche. Ouais.
Hop, il me faut juste une petite seconde parce que j'enchaîne entre deux logiciels. Donc, transition, mais ça va aller vite, pas de souci. Hop. Où est la gonzesse? Changer de disque, merde. C'est une manie. Je ne ferais pas ça si j'étais à votre place. Je vais aller droit au but, monsieur Canyon. Je me présente, monsieur Rodnick. Je représente un groupe d'investissement venu d'une planète proche et qui voudrait bien acquérir une pierre possédée par votre ami. Nous en proposons un bon prix, mais nous commençons à devenir très très nerveux. Quand vous la verrez, dites-lui que il ne lui reste plus beaucoup de temps. Merci, monsieur Canyon. Au revoir. L'âcre odeur de fumée me rappelait que j'avais eu tort de me mêler de cette affaire, mais je sais pas pourquoi j'arrivais pas à oublier cette nana. Merci. Il y avait quelque chose en elle, un parfum de danger qui m'avait vraiment percuté. Ici, message service. Message pour Harry Canyon. Acceptez-vous le PCV? Retrouvez une amie femme à la Statue de la Liberté à 16h. Stop. Fin du message. La nana, ça pouvait être elle. Mais d'abord, fallait que j'élimine deux connards. Oula, je remets la petite musique de fond, voilà. Tac. Et donc un extrait donc Harry Canyon qui se fait poursuivre, etc. dans une aventure palpitante. Et vous êtes toujours sur Radio Canyon 102.2, la plus rebelle des radios. Le petit rappel, ça s'améliore d'émission en mission. J'adore, moi je suis content. Parlons-zik. Ouais. Parce que là on l'entend depuis tout à l'heure, on en a plein les oreilles. Juste pour revenir, Clara insistait pour que je dise qu'on n'a pas dit de conneries, c'est bien Ivan Reitman qui a réalisé Meatballs. Okay. Et donc il y a bien Harold Ramis au scénario. Et tu disais qu'il y avait d'autres gens qui ont participé. Et Len Bloom et Daniel Goldberg. Ouais, ça fait quand même 4 personnes. Ça fait quand même 4 personnes. Et voir si dans les acteurs il n'y a pas en plus des gens qui s'y rajoutent. La musique. Quand on aime bien le rock, on va dire. C'est du métal ou pas alors? Ça dépend des fois, hein, franchement. Oui. Parce qu'il y a Divo, c'est du post-punk plutôt. Il y a du Cheap Trick, c'est du rock, je dirais. Mm-hmm. Après, t'as un peu du heavy metal, ouais, j'ai l'impression. T'as un peu du hard rock aussi. Ouais. Je vais reciter Dionel. On s'est appelé, j'en profite pour donner des infos. Donc on va finir par le savoir. Non mais j'en profite pour avoir des informations. Non, lui il était très content, il me disait que ça soit Bernstein, c'est ça qui fait la musique, parce que c'est celui qui a fait la musique des 7 mercenaires. Ce que je ne savais pas, ou que je n'avais même pas fait gaffe. Et ce qui est marrant, c'est que Elmer Bernstein a aussi fait la musique des 10 commandements de Cécile B2000, et les 10 commandements sont cités dans le film. Moi, j'ai dit, il a fait la musique de Ghostbusters aussi. Ah oui, c'est incroyable. Genre, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont bossé sur ce film. Donc voilà, vous faites un marathon Metal Hurlant puis Ghostbusters. Ah, ça va faire un peu bizarre quand même. Ça change, c'est vrai qu'il n'y a pas autant de seins. Non, c'est vrai. Bien qu'on en devine un à un moment. Non, en y pensant, c'est un scénar un peu qui aurait pu être un dessin animé, quoi, Ghostbusters. C'est un scénar très
Enfin, il y a un côté BD, très cartoon aussi. Ouais. C'est vrai. Mais du coup, pour les personnes qui connaissent pas le magazine Métal Hurlant et qui se disent mais pourquoi ils parlent de rock, on parle de SF, c'est parce qu'en fait c'est en effet une BD, une bande dessinée non pas une bande dessinée, un magazine de bande dessinée de SF, mais c'est aussi ce qu'on va appeler après de la BD rock et donc du magazine un peu rock parce qu'il y a des chroniques sur la musique, il y aura des chroniques sur des bouquins, des chroniques sur des films. C'est plus qu'un magazine de bande dessinée. Et pour ce qui est du rock, c'est rigolo parce qu'un jour, les amis de Rock and Folk se sont pointés voir Dionnet et ils lui ont dit écoute, on a quelqu'un, on ne sait pas trop quoi en faire, c'est un bon élément, mais il nous sert un peu à rien. Est-ce que vous voulez faire quelque chose avec ? C'est Philippe Manœuvre qui va contribuer à la partie rock de Métal Hurlant. Rédacteur en chef, même, je vois là, sur ce magazine, en tout cas, sur le numéro. Merde, il y a des numéros quelque part. Sur un 75, je vois que Philippe Manœuvre était le rédacteur en chef. Voilà. Donc il a grimpé les échelons, quoi. Il a grimpé les échelons. Et du coup, c'est une belle bande originale, je trouve. Toi, ça serait quoi ta chanson préférée, s'il y en a une dans un moment du film ? Ah, moi, c'est le début. Ce qu'on avait en fond au début de l'émission sur Soft Landing. Ride on, ride on, ride on. Je trouve ça claque. Je vais regarder qui avait fait cette musique-là parce que j'ai pas retenu. Moi, je crois qu'en le revoyant, c'est ultra cliché, mais c'est vraiment la chanson heavy metal qui est dans la partie écrite par Dan O'Bannon. D'ailleurs, il a écrit sur 2 scénarios. Hein. Il a écrit, et donc cette deuxième partie où il a écrit les scénarios, c'est B17. B17, ouais, je voulais dire à l'anglais. Et donc moi, la chanson heavy metal Take a Ride de Don Felder, je trouve qu'elle marche super bien sur ce passage-là, avec les vaisseaux. Oui, de toute façon, l'intro, elle est cool. Hein, ça démarre et ça fout la pêche, comme notre émission, du coup. Au début, on était en pleine forme. Et du coup, la musique, je regardais, c'est de Jerry Riggs. Je connais pas du tout, pour le coup, pour Radar Rider. Non, moi non plus. Pareil. Mais du coup, sinon, on trouve. Toi, ce serait quoi ton moment musical préféré ? Ouais, celui-là. Moi, écoute, je suis pas très original, mais non, il est carrément cool, quoi. Enfin, quand j'ai lancé cette VHS chez moi, je fais mais c'est quoi ce truc terrible, etc. Quoi, c'était en mode ça mettait vraiment la pêche, c'était atypique. Et j'avais beaucoup aimé, quoi. Après, c'était pas un de mes films préférés non plus, trop que j'avais découvert à l'époque, mais je dis je suis content d'avoir vu celui-là, quoi. Ouais, grave. Enfin, ça fait partie, comme je disais, d'une filmo de cinéma bis, nécessaire, quoi. Tu peux pas passer à côté, vraiment, quoi. D'ailleurs, il n'y a pas eu trop de films du même genre qui sont sortis. Enfin, on n'en connaît pas trop d'autres. Enfin, à part le Métal Hurlant 2000 et d'autres trucs comme ça. Qui l'a vu, du coup ? Non, non plus. Ça n'a pas l'air ouf. J'ai pas osé. Apparemment, c'est en fait la suite de Taharna, le dernier segment de Métal Hurlant. Ça reprend ça. En tout cas, je l'ai croisé gratuitement sur YouTube. Ah, d'accord. Je faisais des recherches pour tout trouver des extraits ou n'importe quoi. Si t'es abonné, t'as mis la cloche. Non, mais j'ai juste regardé 2 images. J'ai fait non, j'ai Métal Hurlant, j'ai pas m'en taper un deuxième. J'avais vraiment autre chose à faire. Et du coup, je sais pas si vous êtes curieux, j'étais un peu surpris, mais il est en entier. Il a l'air tout à fait accessible. Ouais. Peut-être un jour. Écoute, je sais pas si je suis prêt. Il y a si peu de choses à regarder. Mais dans un moment de doute. Ouais, non, pourquoi pas. En vrai, je trouve que du coup, c'est vrai qu'il est très unique. Tu demandais si on a eu d'autres choses dans le genre. Vraiment. En tout cas, en omnibus, en tout cas, moi je vois pas. Il y a la très bonne revue lyonnaise Laurence 66 qui a ce côté omnibus où ça prend un long scénario, c'est de la BD SF. Ça prend donc un scénario et c'est plusieurs auteurs qui font l'histoire bout par bout, quoi. Enfin, plusieurs dessinateurs différents. C'est un cadavre exquis, plus ou moins, non ? Ou le scénario est déjà prévu de base ? Il y a un scénario d'une personne et il y a plusieurs auteurs de BD qui vont le dessiner. Ouais. C'est pour ça que ça me fait penser à ce que tu disais en omnibus. Je connaissais pas trop cette expression. C'est un copain de Grenoble d'ailleurs, bisous à Guillaume Lopez qui se reconnaîtra, qui est absolument fanatique des omnibus japonais et qui m'a fait découvrir des trucs de malade et qui m'a fait aussi découvrir le terme. Ok. Eh bien, un bisou. Moi, je connais la collection Omnibus, etc., qui regroupe généralement les œuvres d'un auteur, un peu comme la Pléiade, etc. Mais je ne connaissais pas dans ce contexte-là.
Après, il l'utilise comme ça, je l'ai réutilisé. On va mettre un copyright de son côté, comme ça, s'il y a un problème de définition, ça sera de sa faute. Oui, on a donné son nom, son prénom, on peut le retrouver sur Facebook et lui envoyer des messages si vous écoutez cette émission. Et envoyez-lui des bisous, s'il vous plaît. Moi, en musique, sinon, j'ai repensé. Donc, il disait qu'il y a Black Sabbath, je vois pas trop quel moment il y a Black Sabbath, mais il y a sûrement un petit moment. Et il y a Divo, et j'aime vraiment beaucoup Divo. On l'a déjà passé, Divo. Et j'encourage à écouter Divo, du coup. Tous ceux qui m'écoutent. Écoutez ce magnifique film. Ouais. Je suis moins fan. Mais c'est marrant parce que du coup, c'est pas forcément des groupes de heavy metal. Ça aurait été pas mal un petit Iron Maiden d'ailleurs. Ouais, complètement. Mais c'est du rock années 80, quoi. Et ça fait très bien le taf. Et ça apporte beaucoup à l'univers, je pense. Ouais, et puis c'est une petite capsule temporelle aussi. C'est ça qui est amusant. Enfin, c'est vraiment 81 dans un film, à la fois dans son esthétique et dans sa zik, quoi. Enfin, et ça se voit que sur la bande-annonce qu'on écoutait en début d'émission, il y avait à la fin, c'est juste la citation du name dropping de avec la musique de il fait que ça, il dit juste attention, aventure de ouf et compagnie et sain. Et après il voulait vraiment rameuter la jeunesse de l'époque pour faire entrer du monde en salle, quoi. Mais d'ailleurs, apparemment, le film a rallongé sa sortie, a décalé sa sortie parce que il y avait un gros travail sur les droits pour la musique. Ah bah oui. Tellement c'est conséquent. Ouais, mais pareil, c'est typiquement le genre de CD musicaux c'était pas des CD du coup, de vinyle qui devaient se vendre ou cassettes qui devaient se vendre comme des petits pains à la sortie du film, hein, même si les gens n'allaient pas voir le film. Je pense que ça faisait une compilation tout à fait agréable. Puis la pochette devait être badass. Ouais, elle est cool, j'ai devant les yeux forcément, elle défonce, quoi. Ouais, et du coup, je pense que ça a vraiment que c'est un espèce d'événement culturel des années 80, début années 80, qui a été assez impactant. Dans la culture, en tout cas, on voit bien, nous, ça nous a marqué d'une façon ou d'une autre, et on est tombé dessus. Et ouais, je pense que c'est un film pour que South Park en fasse un épisode un peu hommage. Oui, c'était. À mon avis, oui, même aux États-Unis, ça a dû avoir son impact. Surtout qu'aux États-Unis, ça continue encore l'aventure Métal Hurlant, et je me demande si l'impact n'est pas assez fort, l'impact visuel, imaginaire, vu que ça a persisté jusqu'au 300e numéro, tu disais. C'est Jean-Pierre qui dit ça. Ouais, mais c'est Jean-Pierre, ouais. Ouais, mais je croyais qu'il parlait du Métal Hurlant français. Mais... Ah non, ils ont fait 138 numéros. Ouais, la radio début 138, donc je pense que Jean-Pierre Dionnier devait parler de ça. Ah non, 133. Ah. 133. Mon 3 ressemblait à un 8. Fake news. Ce que je trouve cool en tout cas sur le titre, c'est que heavy metal et metal hurlant, ça sonne trop bien, que ce soit en français ou en anglais, quoi. Ouais. Enfin, je sais pas ce que ça donnerait en allemand par exemple ou en espagnol, quoi. D'ailleurs, Metal hurlante. C'est marrant parce que le titre a même pas été trouvé par Dionnet de Metal Hurlant. C'est Nikita Mandrika de l'Écho des Savanes qui a trouvé le titre du magazine. Il avait commencé un peu l'aventure avec eux parce que c'est l'Écho des Savanes, comme je le disais, qui les a lancés. Puis après, il est un peu revenu tout penaud parce que l'Écho des Savanes, ça marchait plus. Et Metal Hurlant avait vraiment pris de l'ampleur. Mais c'est lui qui a trouvé le titre, juste en se disant que Fusée hurlante, ça sonnait pas bien. Donc il a cherché dans le même genre, il a décliné tout ça. Et ouais, c'est par contre pour le film, c'est Dionnet qui a trouvé le sous-titre La machine à rêve. C'est beau, hein. Ouais. C'est super beau. C'est beau parce que aussi ça traduit vraiment ce qu'ils essayaient de donner aux gens à l'époque. Bon, c'est du rêve très post-apo, du rêve très dystopique, c'est presque du rêve cauchemardesque, mais il y a toujours ce côté voyage, ce côté autre dimension qui nous transporte un peu et qui donne au mot rêve sa dignité, sa légitimité dans le sous-titre. Oui, parce que ça a aucune... c'est comme un peu de la fantasy, comme par exemple dans Star Wars, pour prendre on va dire plus grosse de fantasy science-fiction. C'est que d'un point de vue physique, c'est-à-dire les lois de la physique sont absolument pas respectées. Au moment, il y a rien qui tient jamais, quoi. C'est vraiment, c'est de l'onirisme fantasmé, etc. On est type qui descend d'une bagnole pour aller sur la terre, etc. Enfin bref, on est dedans parce que c'est la suspension d'incrédulité et qui fonctionne. Ouais, c'est ça qui fonctionne. Parce que l'univers est tellement tout limite, il y a des gens qui vont se retrouver dans l'espace, qui vont survivre, etc. On n'est pas, les vaisseaux font du bruit. Une femme se marie à un robot. Oui, d'ailleurs, c'est un truc qui m'a fait rigoler, qui m'a vraiment fait rigoler dans
Comment les robots demandent à la fille, après avoir une relation avec, fait ah oui, veux-tu bien m'épouser, etc. Elle fait ah non, j'aurais peur que tu me trompes avec le grille-pain. J'avoue que là j'ai tapé mon petit éclat de rire. Moi ça m'a fait sourire quand elle dit es-tu circoncis, robot? Oui, c'est pas ça, c'est super bizarre. C'est le segment le plus rigolo, le plus léger. Ouais, il est marrant. Et puis il y a toujours ce côté un peu presque attendu. Du coup, il y a un jeu avec justement la sexualité too much. Limite en tant que spectateur on s'y attend et il y a un jeu avec ça et qu'ils aillent encore plus loin, que ce soit avec un robot, enfin bref, je trouve qu'il y a une espèce de jeu qui se crée avec le too much dans la sexualisation. Oui, et la sexualité, quoi. Ça, je pense que ça a une volonté de promouvoir la libération sexuelle, etc. Oui, c'est juste que le rôle de la femme là-dedans est toujours très la beau être demandeuse, elle est quand même dans une espèce de carcan, t'es jolie, donc bref. Par exemple, avec le robot, elle est crédule et c'est toujours l'honnête, superficielle. Oui, c'est ça. Voire traîtresse. C'est à part donc ce dernier segment, donc qui effectivement revient un peu dessus, quoi. Mais oui, c'est. Je pense que c'est maladroit, quoi. Je pense que quand ils ont fait ce film, ils ont fait les femmes sont libres de leur corps, etc. Il reste quand même dans ce film des objets purs et durs, quoi. Ouais. Oui, je pense qu'ils n'ont pas osé tenir ce propos en disant elles sont libres, etc. Tellement ça aurait été grossier de dire ça. Heureusement qu'à l'époque, en France en tout cas, on avait le contre-pied de Métal Hurlant féminin avec le magazine A, Nana, qui n'a pas duré très longtemps, mais qui se voulait féministe, qui a rassemblé beaucoup d'illustratrices et de scénaristes. Et c'était cool pour un peu contrecarrer tout ce truc très masculin. C'était en plein aussi, juste avant que ça sorte, le MLF pour aussi en France exploser. C'était vraiment cette époque-là, post-68, années 70, était extrêmement présent. Bon, du coup, j'ai pas eu le temps de faire mes recherches en mode voir s'il y a eu pas des articles un peu critiques d'époque dessus. Mais ça doit être super intéressant. Ouais. Ça fait penser un peu à un film plus vieux, mais Barbarella, dans les années 60, qui essuyait les mêmes critiques finalement. Il y a de quoi. Oui, bien sûr, de manière justifiée, mais où il y avait justement ce côté. Femme-objet. Femme-objet, avec un côté prétexte de libération de la femme, etc. C'est vrai qu'il y en a eu beaucoup, Barbarella, Galaxina, Spermula, toutes des femmes en fait qui étaient là juste parce qu'elles ont un corps de femme et puis c'est tout. Et puis c'est tout, elles avaient pas beaucoup de suite dans les idées, elles tenaient pas le scénario, c'était assez regrettable, mais je pense qu'il y a quand même des choses à garder, notamment dans le visuel, il y a des choses très intéressantes. Et à voir si on peut y reprendre maintenant à une autre sauce et impliquer la femme d'une manière différente avec cette esthétique-là. En tout cas, je pense que ça a aussi fini de stéréotyper le geek de l'époque et le nerd qui se nourrissait de tout ça, en fait. On dirait, mais regarde, voilà ce qui l'intéresse, quoi. C'est les femmes en combi, gros seins dans l'espace, quoi, concrètement. Et voilà, à nous les geeks, il a fallu Steve Jobs et des années pour réussir à se sortir de cette image. Mais d'ailleurs, t'en parlais en disant heureusement qu'il n'y a plus trop ça, mais on avait reçu un cours l'an dernier français avec un geek, mais c'était encore plus stéréotypé que dans Métal Hurlant des coups. 80, ça va. Alors c'était bien fait, il y avait des producteurs et tout derrière, mais moi, tu te dis ok, ils en sont encore là. Bon, très bien. Non, c'est très gênant quand c'est fait de nos jours. Mais je trouve que c'est vraiment daté effectivement encore. Ça devient daté heureusement. Oui. Là, je l'ai vraiment ressenti. J'ai dû le regarder une autre fois dans les années 2000, je pense. J'ai dû le remater un jour, c'est sûr. Et j'ai fait ok. Je pense que ça m'avait un peu moins intéressé. Il y avait plus, la découverte était plus là. Mais là, ça m'a fait bizarre. Je fais quand même. Mais tout en me marrant, en me disant quand même, ils sont bien éclatés, quoi. Et il nous reste quelques minutes. Du coup, est-ce que Clara, t'aurais, par rapport à notre sujet, tu aurais des choses qu'on n'a pas abordées qui te Les auteurs peut-être du magazine, je sais pas. Si t'as des choses, un angle qu'on n'a pas du tout discuté encore. J'étais en train de me faire la réflexion et puis tu m'as parlé dans mes pensées. Ce que je trouve très intéressant, c'est que vu que le film Métal Hurlant a été fait au Canada, on a beaucoup plus l'influence du pulp américain
Donc l'influence Crumb, l'influence Fricks Brothers aussi, c'est une toute autre culture et je trouve ça génial parce que tout en respectant l'esprit Métal Hurlant français, ils se sont vraiment appropriés tout ça. Et nous, en France, on n'a pas chômé non plus. On n'a peut-être pas fait un film Métal Hurlant, mais on a eu des perles de Casa, de Druyet, de Moebius aussi, qui nous ont pondu des Gandhar, des Maîtres du Temps, et des choses absolument formidables, aux côtés de René Laloux. On a eu un héritage Métal Hurlant, le film, en France, qui est vraiment d'une beauté absolue, très riche, et d'une patte française complètement unique. Oui, et puis, en tout cas dans la bande dessinée, très largement. Et ouais, en film, il y a les René Laloux, effectivement. Les La planète sauvage, c'est peut-être ça a été fait avant, mais ouais, comme tu dis, les Maîtres du Temps, c'est 82, je pense, vers là. Il me semble, c'est tout, à peu près fin 70, début 80. Puis même des courts-métrages très beaux avec Topor, des courts-métrages très beaux comme Les Escargots, Comment Wang Fo fut sauvé, tous inspirés des BD des uns des autres, d'histoires SF emblématiques. Et en fait, quand on creuse, ça fait une constellation magnifique de la SF française et de la SF du monde aussi. C'était notre âge d'or, de toute façon, sur la SF française. Vraiment, on était vraiment diffusés internationalement. Et il y a plein de collaborations, comme tu viens de le dire, qui étaient ultra quali et qui se motivaient les uns les autres. Et ça c'est ça s'est un peu perdu des années 90, les années 2000 c'est bizarre, et 2010 on n'en parle même plus. Mais pourtant on a des très bons auteurs là. Ce que tu m'as montré sur le groupe intergalactique d'un auteur qui a envoyé des images là. Oui, des sérigraphies, lithographies. Ouais, il a envoyé ça. Ouais, coucou, je peux participer à votre salon. Oui, c'est ses dessins, ça. C'est ses dessins, mais je t'enverrai, j'ai le PDF de son book et tout. C'est digne d'un Métal Hurlant pour le coup. C'est dingue ce qu'il a fait. Ouais. On a du coup avec le festival, pour juste le dire, dans le cadre du festival, on a un salon micro-édition, fanzine et sérigraphie. Du coup, on invite les créateurs proches de la science-fiction ou militants à participer. Du coup, on reçoit des propositions d'artistes régulièrement donc ça fait un joli petit salon à la fin. Et on a reçu là, effectivement, j'ai oublié son nom, mais je peux retrouver ça. C'est absolument dingue. Il nous a envoyé ça très, très poliment. Est-ce que je pourrais participer? Tu vois la qualité de ce qu'il fait. Je serais curieuse. Je vais dire, je le mettrai en plus. Je fais ça, je mets les liens généralement des invités ou des trucs qu'on parle en lien. Et vas-y, meuble pendant que je cherche, parce que je peux pas parler. Je meuble. Là, je suis en train de feuilleter un Métal Hurlant. Donc, Clara nous a ramené une petite pile. Bon, là, c'est un 82, donc c'est un peu plus après. Et je vois des gros seins. Je me dis, tiens, ils y étaient. Non, mais en même temps, tu es sur un numéro spécial bondage. Donc, Oui, bon, ok. Spécial bondage. En tout cas, renouvelons notre amour immodéré de la BD française, qui a été portée dans les années 70 par Dionnet, Druyet, Moebius et tout, qui ont fait des choses incroyables. Tardy aussi, qui était là au début de l'aventure Métal Hurlant. Tardy, on peut citer donc Caro. Et en plus, Caro, c'est jamais justement sexualisé vraiment. C'est jamais en tout cas sexiste, j'ai l'impression, à chaque fois que je lis des BD de Caro dans les Métal Hurlant. C'est pas du tout son trip, lui, justement, de faire des trucs vulgaires, comme il dirait. Donc j'ai trouvé, c'est Atom __ Cyber, Atom, ATOM, Cyber. Et et donc il a un Insta de ouf. Et là je revois le truc qu'il nous a même pas envoyé. Il fait de la sculpture aussi. Je te montrerai après sur mon ordi, Clara, quand on aura fini l'émission. Ça fait un invité, ça? Il est pas à Lyon? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, il a un Insta, il a un Facebook, Atom, Cyber. Mais je mettrai le lien vers son Linktree, donc qui permet de voir toute sa configuration de différents sites web. Et c'est magnifique là. Il a un cosmonaute dans l'espace qui défonce, quoi. Clara, toi, on peut retrouver ton travail quelque part en venant au cinéma Le Zola? Au quoi? Quand on sera ouvert, venez. On a plein de choses de prévues avec le festival On vous ment, avec les intergalactiques, avec AOA, avec toute la team qui est là ici ce soir. Est-ce que le blog site existe toujours et est encore actif ou pas trop en ce moment? Le site sur lequel on poste des articles. Donc alors c'est Émile. Oui, c'est l'Émile. L'Émile est toujours actif. C'est quoi c'est l'Émile.com? C'est l'Émile-zola.com, je crois. Oui, il me semble que c'est ça. On mettra le lien de toute façon. Et moi, j'écris des articles en parallèle pour Sueur Froide, bientôt pour Rédemption TV. C'est un site de streaming britannique qui fait beaucoup de Pink Waiga, de Jean Rollin, de Jess Franco et tout ce qu'on adore. Trop cool.
Et j'ai ma petite page perso, The Isadora Groove, Overblog. On mettra le lien, on va mettre tous ces liens, comme ça si vous voulez découvrir le monde de Clara. Sébastiao. Ce sera parfait. Et nous, il faut qu'on s'arrête, c'est l'heure, on va passer le relais à l'émission suivante. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour parler donc de Cobra Kai. Voilà, manger des pommes. Et moi, je suis chaud la semaine prochaine, peut-être pas forcément d'invité, mais qu'on parle d'actu avec Wonder Woman 1984. Ok, il faut le voir. Je te donnerai le lien de mon HBO Max. D'accord. Pas de souci, je t'enverrai ça. Ça marche. Et parce que je pense qu'on peut se marrer pendant 1 heure. D'accord. Vraiment, c'est pas très réussi. C'est un nanar, c'est ça que tu me dis. Ouais, limite. Ouais. Ok. Donc voilà, je sais pas, j'ai pensé ça en arrivant tout à l'heure, mais on rediscutera. Ça se trouve, on va trouver une super invitée qui nous rejoindra et on trouvera un super thème. On se donne toujours 2-3 jours pour ça. Oh, moi j'aime bien tirer sur les ambulances. Ah, c'est génial. Ah ouais, il y a de quoi se marrer vraiment. Merci Clara. Merci à vous. Merci Al Nico. Merci Julien. Et on se retrouve la semaine prochaine pour les congrès de futurologie, émission de science-fiction proposée par l'équipe de programmation du Festival Les Intergalactiques sur Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios.